Bonjour à toutes et tous. Comme vous avez pu le voir sur le premier plan, nous sommes 3 en studio, mais je sais que vous êtes plus de 1000 derrière vos écrans et merci à toutes et tous d'être là, si nombreuses, si nombreux avec nous ce matin. Vincent Hédin, c'est la 4e fois, je crois, que j'anime ce forum DD. C'est pour moi un très grand plaisir de pouvoir continuer malgré tout et évidemment une très grande frustration de ne pas pouvoir échanger avec vous dans la promiscuité de l'an dernier, on en parlait à l'instant. Malgré tout, c'est vrai qu'on a réussi à sauvegarder l'événement, à faire en sorte qu'il ait lieu toute la journée avec un programme qui est très riche. On a réussi à sauvegarder l'événement grâce à de nombreux partenaires que je voudrais saluer et remercier. Il y a leurs logos qui vont s'afficher à l'écran justement pour vous. Je ne peux pas les citer tous, mais vous les voyez et sachez que sans eux, nous ne serions pas là. Donc merci à eux. Merci aussi à Via Astoria, qui est adhérent d'Idée Alsace et qui nous reçoit aujourd'hui dans des studios qui sont véritablement magnifiques, qui ont l'habitude d'abriter d'autres rencontres. Je sais que c'est ici notamment qu'on tourne les rencontres pour la Ligue 1 avec le RC Strasbourg. Et donc là, on est un tout petit peu différent avec le Forum DD. Vous allez pouvoir découvrir tout de suite sur vos écrans le programme de cette journée qui est extrêmement dense. J'espère que vous arriverez à tout suivre. On va avoir évidemment quelques mots d'ouverture dans un instant, puis une plénière d'ouverture avec notamment Sébastien Boller, que vous retrouverez toujours en ma compagnie sur un atelier entre 11h et 12h15. Mais si vous allez sur la plateforme, vous avez un onglet programme et vous pouvez, normalement, vous avez déjà dû choisir votre atelier parmi les 5. Vous pourrez vous intéresser ici à la conduite du changement, mais on parlera aussi frugalité, raison d'être, finance solidaire ou encore numérique et traçabilité. Ensuite, chacun déjeunera de son côté, ou si vous voulez, devant votre écran, vous avez un onglet networking et vous pouvez, c'est un petit peu l'occasion d'essayer de rencontrer et d'échanger avec des gens. On reprendra à 14h avec d'autres ateliers. Ici, on parlera neutralité carbone, mais vous avez la possibilité de faire logistique urbaine, relocalisation, nouveaux modes de travail, recrutement ou encore participatif. Une dernière petite pause, et puis on aura évidemment une plénière de clôture de 16h à 17h pour voir comment tout ceci s'est passé. Sur le programme qui a été imprimé il y a encore quelques jours, il y avait marqué qu'il y aurait un cocktail de clôture. Pour des raisons que vous comprenez, évidemment, celui-ci n'aura pas lieu. Et ça, c'est la petite tristesse. Mais sinon, on est vraiment très, très, très heureux. Pour que cette journée soit malgré tout la plus interactive, même si vous nous suivez derrière les écrans, vous avez la possibilité de nous envoyer des tonnes de questions et miracles de la technologie. Je ne sais pas si on le voit là, mais il y a une petite tablette à mes côtés où l'ensemble des questions que vous vous posez concernant le forum DD, bien sûr, pas concernant l'évolution du vaccin, m'arriveront ici et je les prendrai au fur et à mesure, puisque encore une fois, moi je suis là pour vous donner la parole. Donc s'il vous plaît, n'hésitez pas, #ForumDD, envoyez vos questions. Je vous propose d'ouvrir cette journée. Alors moi, je n'en ai pas le pouvoir protocolaire. En revanche, Steve Géco, Monsieur le Président, vous en avez le pouvoir. Un petit mot quand même sur cette édition qui se tient dans un contexte tout particulier. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Vincent. Bonjour Jérôme. C'est vrai que ça fait un peu bizarre de ne pas vous voir en chair et en os. C'est vrai que malheureusement, depuis quelques mois, on en a un petit peu l'habitude. Et on espère vivement que les choses évolueront dans le bon sens d'ici quelques semaines, d'ici quelques mois. C'est vrai que le contexte est très particulier. Là, je ne dis rien de neuf. Et cette crise, finalement, nous rappelle qu'il sera encore plus important à l'avenir et dans tout projet de reconstruction économique de bien prendre en compte ces fameux principes actifs du développement durable. On est rappelé à cette dure réalité, brutalement. Nous en étions déjà convaincus, mais je pense que là, l'exercice est contraint. Cette reconstruction économique, elle ne pourra pas se faire contre le social. Alors cette crise, les transformations importantes et profondes que rencontrent nos entreprises, je pense notamment à la transition environnementale, la digitalisation à tous les niveaux de nos entreprises, ne sera possible, ou en tout cas ne sera assimilable qu'à partir du moment où on prend en compte cette dimension sociale. Et c'est précisément l'esprit de ce forum du développement durable qui nous invite à passer à l'acte, mais aux actes qui concilient compétitivité et sociale. Je crois que c'est vraiment l'esprit, en tout cas, que je retiens de cette journée. Peut-être un petit mot, parce que là, effectivement, on est séparé du reste de l'écosystème extrêmement riche d'initiatives durables. Comment est-ce que vous continuez à travailler avec vos partenaires pendant cette période un peu délicate où on est toujours un peu à distance ? Alors c'est vrai que c'est un contexte où la distanciation a une rigueur. Et j'ai envie de dire, on n'a jamais été aussi proche à la fois de nos adhérents,
proche parce que nous partageons les mêmes valeurs et grâce à cela, les ponts n'ont pas été rompus. Et aussi très proche de nos partenaires. On en a un très bon exemple aujourd'hui, puisqu'on a pu maintenir le Forum du développement durable grâce à ses partenaires historiques. Je pense à l'Eurométropole de Strasbourg, à la région Grand Est, à l'ADEME, au service de l'État, l'Adréal, j'en oublie, Suez qui s'exprimera tout à l'heure, la Caisse d'épargne, enfin, tu les as rappelés tout à l'heure. Et je crois que c'est vraiment cette particularité-là que je souhaiterais souligner. Malgré la distanciation, on a pu maintenir en tout cas cet événement. Alors on va donner justement la parole à un de vos partenaires avec Jérôme Béton de l'ADEME. On l'oublie un peu souvent parce qu'effectivement on est englué dans une crise sanitaire, mais cette crise sanitaire elle a des racines environnementales. Donc évidemment il faut que les partenaires qui sont engagés sur ce champ s'engagent. Et est-ce que vous pouvez nous rappeler tout simplement, effectivement en écho à ce que vient de dire Steve, pourquoi est-ce que vous êtes aux côtés d'Initiative Durable aujourd'hui ? Bonjour, merci. Pour expliquer ça, je vais revenir sur une petite histoire qu'on a eue, une discussion qu'on a eue il y a plus de 5 ans. Et je pense qu'au Forum DD, on aime les belles histoires. Et avec Steve, on avait eu une discussion sur le slip français et le jean 1083. En fait, 2 entreprises vraiment engagées dans l'économie circulaire. L'économie circulaire qui part de l'éco-conception, du choix des matériaux, réduire l'impact sur l'environnement, réduire les consommations d'énergie fossiles, avoir recours à des énergies renouvelables, limiter les kilomètres. Et derrière ces belles histoires, il y a des choses comme la relocalisation, comme la réindustrialisation, comme les emplois locaux, les savoir-faire qu'on a tendance à perdre avec le phénomène de désindustrialisation et qu'on souhaite recouvrir. Il y a les questions de ressources locales et tout ce que ça structure sur nos territoires. Et ce type de modèle d'affaires, c'est vraiment ce qui sous-tend à la fois la création de valeur sur nos territoires, le Business Act Grand Est, le SRADET aussi, le schéma d'aménagement régional. Et puis aussi l'ensemble des participants aujourd'hui, c'est vraiment souvent ça qui nous fait vibrer. Et c'est aussi ce qui sous-tend le plan de relance. Alors dans le plan de relance, on a l'urgence. Je ne vais pas détailler, hein. On est nombreux à être préoccupés par les difficultés qu'un certain nombre d'entreprises sont en train de rencontrer et puis de citoyens aussi sont en train de rencontrer. On a la transition écologique, comme tu le disais à l'instant, Steve, et nous, à l'ADEME, là, on travaille vraiment avec l'ensemble des acteurs sur la généralisation des solutions qui ont fait leur preuve. Il faut arrêter le gaspillage, il faut être plus... ça, c'est des marges de manœuvre, des marges financières qu'on peut développer très vite, puisqu'on sait faire. Et puis, il y a une troisième dimension, c'est... le coup d'avant. Et je crois qu'avec Initiative Durable, l'ADEME, on est particulièrement sur ce coup d'avant. C'est quoi le coup d'avant ? Si je reprends le slip français ou le jean, c'est le choix des matières. Le coton, d'abord le coton culture raisonnée, parce qu'on ne sait pas faire autrement tout de suite. Et maintenant, c'est le coton biologique. Aujourd'hui, c'est aussi le coton recyclé, avec une initiative que l'ADEME a soutenue aussi de structuration de la filière. Et puis, bientôt, c'est les fibres locales. Alors, je ne sais pas le confort que ça apportera, mais il y a la laine et le chanvre, des nouvelles matières donc, à produire sur les territoires. Un deuxième exemple rapide, le transport, un jean, dans le modèle classique produit en Inde, c'est 65 000 kilomètres de parcouru par la matière. Le slip français, il est produit à 250 kilomètres de chez vous. Donc c'est vraiment un vrai changement. Et demain, plutôt aujourd'hui, hein, et demain c'était hier, aujourd'hui on parlera aussi d'initiatives sur je pense à de laine en rêve cet après-midi, Fuego aussi qui interviendra. Donc il y a des initiatives déjà en région et c'est à multiplier bien sûr. Pour terminer, l'ADEME, on est vraiment friand de toutes ces expérimentations, l'initiative durable, l'écologie industrielle. Initiative durable, c'est un réseau d'acteurs vraiment engagés, des entreprises engagées, et puis une équipe à fond, très dynamique. Et on se rejoint vraiment sur tout ça.
Donc je dirais merci à Nicolas et Fanny qui ont fait le lien entre tous les organisateurs, tous les participants. Et puis je souhaite que cette édition soit un vrai moment à la fois d'inspiration, des promesses de rencontres, parce que ça on l'attend avec impatience, que ça suscite des initiatives et puis que ce soit un moment convivial parce que c'est la marque de fabrique du Forum DD malgré le contexte sanitaire. Oui, c'est tout le mal qu'on peut se souhaiter. Merci beaucoup à tous les deux. Je vais vous libérer pour aller suivre l'ensemble des débats. Vous avez vu quand même, à distance, ils remettent leur masque. Rassurez-vous, il y a 1,50 m de distance entre nous deux. Et toutes les normes sanitaires sont respectées dans cette journée. C'est peut-être des marques que d'ailleurs le slip français au 1083, parce qu'au plus fort de la pandémie, quand la France n'avait pas de masque, non content d'être engagé dans une économie recyclable et de proximité, ils ont été capables de se mobiliser pour produire des masques les premiers. Et donc c'est d'autant plus méritant de les avoir signalés. Merci. C'est un masque slip français, oui. Et ben voilà. Merci beaucoup à tous les deux. Très belle journée. Merci. Et je vais demander à Clément Ritter de me rejoindre. Bonjour Clément. Bonjour. Alors le temps que vous vous installiez, normalement, on doit également être en ligne avec Jérôme Jurici de l'Adréal Grand Est. Est-ce que vous nous entendez? Oui, je vous entends. Steve, en ouverture, parlait effectivement de l'importance des partenaires et du rôle de l'État dans la présence de ce forum. Vous vouliez peut-être réaffirmer la raison de votre soutien à une initiative comme celle-là? Oui, bonjour à tous. Oui, je rebondis un peu sur le mot de frustration que vous avez employé. C'est une vraie frustration pour nous aussi de ne pas pouvoir participer de manière physique à un tel événement parce que tous les ans, on a des stands qui permettent vraiment d'illustrer l'ensemble des problématiques que nous évoquons. L'Adréal est aux côtés d'IDEE, Initiative Durable, parce que IDEE porte le développement durable et la transition écologique dans leur action. C'est dans leur ADN. Parce qu'elle accompagne les acteurs dans l'écologie industrielle et territoriale, une démarche qui s'inscrit dans la démarche réduire, réutiliser, recycler de l'économie circulaire. Parce que IDEE accompagne aussi les acteurs dans de nouvelles formes d'économie, comme l'économie de la fonctionnalité qui privilégie l'usage plutôt que la vente d'un produit, qui se rapproche de l'économie de la coopération entre acteurs d'un territoire ou l'économie collaborative entre consommateurs. Finalement, IDEE fédère tout un réseau d'acteurs et dont l'action contribue à porter les politiques que nous portons nous-mêmes au sein de l'État. Et finalement, ça signifie que nous partageons les mêmes valeurs. Voilà pourquoi l'Adréal est aux côtés d'IDEE. Alors nous le faisons aussi avec d'autres acteurs du territoire, comme les chambres de commerce et d'industrie, les chambres du métier et de l'artisanat, et aux côtés de l'ADEME aussi, qui finance les projets. Et nous nous plaçons à côté de l'ADEME, à côté de vous, très en amont, dans l'acculturation, dans la réflexion d'entreprise, dans le coup d'avant, qui a été un terme qui a été utilisé en introduction. Alors, avec quelle méthode? Ce que nous prenons aux côtés de tous nos partenaires, c'est bien sûr la démarche RSE des entreprises, la responsabilité sociétale des entreprises, pour donner un élan aux trois enjeux que sont la transition économique, la transition environnementale et sociétale, que nous vivons avec beaucoup d'acuité ces temps-ci. En s'engageant dans une démarche RSE, l'idée est de prendre en compte les trois enjeux dans nos politiques, dans nos stratégies, dans nos projets, pour sortir plus résilients au fond de la crise que nous vivons aujourd'hui. Et une autre méthode serait d'utiliser les objectifs de développement durable qui sont issus de l'agenda 2030, qui est une feuille de route universelle pour le développement durable qui a été adoptée en septembre 2015. Elle se décompose en 17 objectifs, les ODD, qui permettent d'aborder des sujets de développement durable d'une autre façon, au fond. Ils nous font nécessairement porter un autre regard sur nos actions. Ils nous font prendre du recul en nous engageant dans des questions fondamentales comme l'éradication de la pauvreté, le recours aux énergies renouvelables, la réduction des inégalités, la lutte contre le changement climatique. Et au fond,
en utilisant ces techniques-là, on prend du recul et en prenant ce recul, on arrive à se projeter et avoir ce fameux coup d'avant que vous avez cité en introduction. Écoutez, merci beaucoup pour votre soutien et cette explicitation des liens avec les ODD. Alors, je crois que l'image se figeait un peu, on a tous pris l'habitude un peu cette année, mais en tout cas, le son était excellent. Merci beaucoup pour votre soutien, Jérôme. Clément Ritter, je me tourne vers vous, vous êtes directeur de la communication pour Suez Nord-Est. Jérôme évoquait à l'instant le rôle des entreprises. On va beaucoup en parler, notamment dans la plénière à venir avec Pascal Demurger de la Maïf, si la visio fonctionne. Comment est-ce que vous vivez le rôle des entreprises dans une crise comme celle-là? Quelle doit être sa part d'engagement? L'engagement pour l'entreprise, à mon sens, quelle que soit sa taille et quel que soit son secteur d'activité, c'est de contribuer à construire le monde de demain. C'est de prendre une part prépondérante, à mon avis, dans cette relance et cette reprise économique que tout le monde appelle de ses voeux. Mais pour faire sens, cette reprise et cette relance, il faut qu'elle soit basée sur des énergies décarbonées, sur des solutions vertueuses d'un point de vue environnemental. C'est le moment de se réinventer. Alors les entreprises, elles ont commencé à le faire, ça ne date pas d'aujourd'hui. Mais face au défi qui est devant nous tous, je pense que c'est le bon moment pour accélérer cette transformation. Et ça, j'y crois beaucoup. Et au-delà de les entreprises, celles que vous représentez particulièrement, Suez, évidemment, elle a un rôle tout particulier en ce qui concerne l'énergie. Est-ce que vous pouvez nous donner et commencer à donner un peu de matière concrète à cette journée, 2-3 exemples de vos engagements actuels? Oui, bien sûr. Alors une petite anecdote pour commencer. On a vu pendant le premier confinement où Suez a maintenu évidemment ses activités de collecte et traitement des déchets, de traitement de l'eau potable et assainissement des eaux usées. On a vu que c'était des métiers vraiment essentiels. On a reçu, mes collègues ont reçu, ceux qui collectent les poubelles, des centaines et des centaines et des centaines de dessins de soutien de la part des habitants. Sur les bases techniques d'Agno et Sosheim, ils ont tapissé des murs entiers avec des messages de soutien. Donc il y a vraiment eu une prise de conscience et ça faisait chaud au cœur. Et de manière quotidienne, si je prends l'exemple du Grand Est, Suez sur le Grand Est, par la valorisation des déchets d'un point de vue énergétique, par la valorisation des eaux usées, Suez produit en énergie renouvelable l'équivalent de la consommation annuelle de 150 000 Français. À l'échelle de la France, c'est plus d'1 million de Français. Donc on est sur des solutions qui existent aujourd'hui, qui sont matures et qui fonctionnent. Je vais donner quelques exemples. On ne fait jamais ça tout seul. Suez est porteur de solutions et porteur de projets pour des entreprises et des collectivités. Si je prends l'exemple de l'unité de valorisation énergétique d'Agno, elle produit chaque année 100 000 MWh d'énergie renouvelable qui est à disposition du territoire en proximité, en circuit court. Donc elle va alimenter sous forme de vapeur verte des industriels comme Mars, qui a son usine à côté, sous forme d'électricité le territoire. Donc on est vraiment sur des solutions de proximité. On traite les déchets en proximité, on produit l'énergie, on la restitue au territoire. Et encore plus près d'ici, il y a la station d'épuration de l'Eurométropole de Strasbourg, qui a été la première en 2015. On avait d'ailleurs, avec nos amis de Réseau GDS, reçu un trophée ici, un trophée du développement durable, pour le projet Biovalsan, qui était la première injection de biométhane, donc un équivalent gaz naturel mais renouvelable, produit à partir des eaux usées dans le réseau de gaz. Et 5 ans après, Strasbourg était la première ville. Aujourd'hui, il y a plus de 25 collectivités en France qui ont dupliqué ce modèle-là. Plus de 25. Et ça continue. Mulhouse est en train de construire ses méthaniseurs sur sa station d'épuration. Donc on voit que ces solutions, elles sont matures, elles sont performantes d'un point de vue environnemental et économique, et elles sont duplicables. Les solutions, elles existent, et Suez est là pour accompagner les territoires, les entreprises qui veulent s'engager. Bon, déjà, c'est beau de rappeler qu'il y a eu un trophée, puisque malheureusement cette année, il ne peut pas y en avoir pour des raisons, mais ce sera à charge de revanche pour l'an prochain. Et c'est important de rappeler que des initiatives comme la vôtre sont valorisées ici. Et puis j'ai quand même beaucoup aimé ce que vous avez dit au début sur la valorisation, le soutien de la population à vos équipes, parce qu'on a l'impression qu'il y a une espèce de petite musique dominante dans certains médias, comme quoi effectivement sur la première vague, on a été solidaire avec la première ligne, et puis maintenant on les aurait oubliés. Vous dites que ce n'est pas du tout le cas, vos équipes continuent d'être très saluées sur le terrain? Alors elles sont toujours mobilisées évidemment. Le confinement il est un peu différent, c'est-à-dire que l'activité économique a été maintenue, mais évidemment nos équipes sont saluées. Ça ne s'est pas démenti, elles continuent de l'être et ça fait chaud au cœur puisque ça a permis aux équipes de se rendre compte que leur métier est reconnu et l'importance de leur action elle est reconnue par les habitants et les territoires. Et ça c'est merci encore à tous ceux qui ont témoigné de leur soutien. Et ben voilà, ce soutien il est contagieux et on ne risque rien. Merci beaucoup Clément, merci Jérôme. Je vous souhaite une très bonne journée.
je vais vous libérer et on va passer sans plus attendre à la première plénière de cette journée. Je voudrais être rejoint sur scène par Sébastien Boller et Anne-Marie Jean. Comme vous voulez, il n'y a pas de plan de table. Installez-vous, installez-vous. Alors pour évoquer des aspects positifs, parce qu'on parle toujours des désagréments à ne pas pouvoir être ensemble, il y a quand même un avantage au digital, c'est que c'est beaucoup plus facile de respecter les délais, ce qui va nous donner d'autant plus de temps pour aborder des débats qui s'avèrent passionnants sur comment passer aux actes. Alors nous sommes en ligne, là je vois à l'image que ça pixelise un peu avec le directeur général de la Maïf, Pascal Demurger, qu'on va avoir dans un instant, qui n'a pas pu se joindre à nous parce qu'il était contraint de rester pour une réunion de crise Covid, mais il a évidemment pris tout le temps d'être là avec nous pour les échanges, avec Anne-Marie Jean et Sébastien Boller. Alors, Anne-Marie Jean, je vais peut-être d'abord vous laisser vous présenter, parce que si je dis que vous êtes vice-présidente à Strasbourg, je n'ai pas tout dit, puisqu'en l'occurrence, je n'ai pas défini l'ensemble de votre portefeuille. Je vais vous laisser le faire. Je suis effectivement élue à l'Eurométropole de Strasbourg avec une délégation qui a un long intitulé, puisque vous m'y invitez, je vais le décliner. Je suis vice-présidente emploi, formation, économie durable, transition écologique des entreprises, commerce, artisanat, tourisme durable. Voilà, vous aurez noté la haute teneur en durabilité de cet intitulé qui donne le ton dans une équipe qui avait mis l'écologie en boussole de la campagne. En sachant d'ailleurs qu'il y a aussi à la mairie un autre adjoint à l'ESS, donc on peut voir que les pratiques durables de l'économie sont très très présentes à la mairie. Et à vos côtés, il y a Sébastien Boller. Bonjour, donc vous êtes spécialiste des neurosciences, vous êtes journaliste, vous êtes essayiste, romancier aussi, vous travaillez beaucoup sur ce que nos cerveaux vont devenir, et vos thèses ont été extrêmement popularisées il y a 2 ans avec un livre qui s'appelait « Le bug humain », sur une fonction de notre cerveau dont vous allez nous parler dans quelques instants, qui s'appelle le striatum, qui nous empêche de nous réfréner de consommer. Et vous revenez cette année avec un livre qui s'appelle « Où est le sens ?» Et vous allez donc répondre à nos interrogations qui sont nombreuses et qui, j'imagine, sont aussi nombreuses dans l'assistance, à savoir quelle crise du sens traversons-nous. C'est bien ça? Tout à fait. Et normalement, nous sommes en ligne avec Pascal Demurger. Pascal, vous nous entendez? Oui, absolument, je vous entends, bonjour. Merci de vous joindre à nous. Donc, vous êtes le directeur général de la Maïf qu'on ne présente pas, qu'on ne présente plus, lauréat des trophées de la relation client chaque année depuis une bonne quinzaine d'années, au point à un moment les autres, vos concurrents vont finir par s'énerver. Vous êtes l'auteur aux éditions de l'Aube en juin 2019 d'un livre qui s'appelle « L'entreprise du XXIe siècle sera politique ou ne sera pas ». On verra si ce diagnostic de juin 2019 est toujours valable en novembre 2020. Tenez, puisqu'on vous entend, est-ce que vous auriez souhaité changer quelques lignes à votre livre si jamais votre éditeur vous avait demandé une préface, une édition augmentée à l'aune du Covid, ce que vous disiez sur la responsabilité des entreprises, à la fois en termes d'engagement financier, d'engagement entre santé au travail et emploi durable. Est-ce que vous auriez fait une V2 différente de la V1 que vous avez adressée? Différente dans les illustrations, mais différente pour le fond, je ne crois pas. Après, la crise confirme complètement, me semble-t-il, la nécessité de l'engagement de l'entreprise, confirme complètement l'existence d'une attente sociale extrêmement forte en réalité à l'égard de l'entreprise, attente que l'entreprise effectivement s'engage, contribue à une forme de bien commun, contribue à la résolution de problèmes sociaux et environnementaux. Et on voit bien qu'avec la crise, le besoin de sens et les attentes à l'égard de l'entreprise sont encore plus grands qu'avant la crise. Donc je pense que ça amplifie ce mouvement, ça accélère, et tant mieux, mais ça ne le remet pas du tout en cause, je ne crois pas. Quand vous dites ça, on est bien d'accord que c'est un plaidoyer non pas pro-domo, mais pro l'ensemble des entreprises. Vous considérez que l'ensemble des entreprises sont au pied du mur vis-à-vis de leurs responsabilités et des attentes citoyennes, on est bien d'accord? Alors, on est complètement d'accord, et ça pour 2 raisons. D'abord parce que je pense que le rôle des entreprises dans la contribution à la résolution de ces problèmes est complètement majeur. C'est un levier d'action majeur, l'entreprise. Et puis la deuxième raison, c'est que face à cette attente sociale, en réalité, on voit que l'engagement de l'entreprise devient une source de performance pour elle-même.
Et donc, si c'est effectivement une source de performance, c'est duplicable, réplicable dans n'importe quelle entreprise, quelle que soit sa nature, quelle que soit son activité, quelle que soit sa taille ou son statut juridique. Peut-être juste avant d'interroger Sébastien sur ce que la crise a fait à nos cerveaux, dites-nous vous un peu où vous en êtes. Enfin, qu'est-ce que ça fait à une entreprise comme la vôtre, des tensions permanentes qu'il y a entre relancer l'économie à tout prix, la relancer de façon verte, préserver la santé, ce qu'on commence à appeler à l'aune de ce deuxième confinement que des mouvements de stop and go, ce qui est évidemment très compliqué. Pour un chef d'entreprise comme vous, c'est difficile de se projeter dans l'avenir. Quel est votre état d'esprit du matin, alors que là, vous nous prenez de façon calme et détendue, alors qu'il y a encore une demi-heure, vous étiez en réunion de crise Covid. C'est compliqué de réussir à s'extraire de cette crise sanitaire. Oui, c'est compliqué. Alors, ceci étant, d'abord évidemment, hein, l'organisation de l'entreprise pendant ce deuxième confinement est quand même plus simple que la première fois, hein, si je puis dire. Bien sûr, on a appris de l'expérience du premier confinement. On s'est organisé pour que tout ça soit beaucoup plus fluide. Ceci étant, évidemment, c'est difficile. C'est d'autant plus difficile qu'aujourd'hui, on sent bien dans la population en général et parmi nos salariés en particulier, qu'il y a quand même une forme de lassitude, de morosité, et dont il faut tenir compte. L'OMS définit, et c'est intéressant, ça doit nous faire réfléchir, la santé comme un état de bien-être, à la fois bien sûr physique, mais également psychologique et social. Et on voit bien que toutes ces dimensions jouent. Nous, on est très attentifs à la Maïf, par exemple, à la question du bien-être psychologique. Il y a des gens qui ont du mal à supporter le confinement, et on tient compte, y compris pour faire des exceptions au travail à distance et autoriser ponctuellement certaines personnes à revenir parce qu'elles ne supportent plus le confinement. Merci beaucoup d'avoir posé ce tableau. Vous restez avec nous, je reviens vers vous dans quelques instants, mais je vais interroger Sébastien Boller sur, peut-être si j'avais une question globale, ce serait qu'est-ce que 2020 a fait à nos cerveaux? Vous venez d'entendre Pascal Demurger. Je pense que l'ensemble des Français est passé par l'ensemble du spectre des émotions depuis le 16 mars. On est passé par le déni, la sidération, la colère, l'hébétude, la fatigue d'être soi. On en est où là, psychiquement, neuronalement ? On est un peu dans ce cocktail cognitif et émotionnel qui est une espèce d'effervescence où différentes fonctions de notre cerveau sont ressollicitées d'une façon effectivement qui n'a rien à voir avec le train-train de nos vies jusqu'à présent. La première chose, vous l'avez dit, la sidération, c'est très important le rôle qu'a pu jouer la peur au début et qu'elle joue à nouveau ici dans une version un petit peu différente. Et il faut avoir conscience des effets. On est dans un état de stress et le stress mobilise des structures de notre cerveau qui favorisent l'action immédiate. On se focalise sur l'urgence, ça s'appelle l'effet tunnel, c'est-à-dire que les parties de notre cerveau qui nous permettent de nous projeter dans un avenir plus lointain sont en quelque sorte anesthésiées. Toutes nos ressources attentionnelles et toute l'énergie métabolique de notre cerveau est focalisée sur la lutte pour faire face à une menace dans l'urgence, dans l'instant présent. Et le risque de l'effet tunnel, c'est de nous faire oublier les priorités à plus long terme. Donc ça, c'est très très important. On est un petit peu comme des mouches autour d'une ampoule qui n'arrivent pas à se détacher de l'aspect brûlant de l'instant. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, dans les premiers confinements et puis ceux qu'on revit maintenant, il y a la logique de la frustration. Et cette fois-ci, il s'agit de lutter contre ce que nous porterait à faire nos instincts ou nos envies de bouger, de consommer, de s'amuser, d'acheter, de faire comme d'habitude, de faire ce que notre société nous a appris à faire depuis que nous sommes nés, en gros. Et cette frustration, cette nécessité de lutter, en gros, contre certains instincts ou contre certaines facilités, contre certaines impulsions, ça mobilise certaines parties de notre cerveau qui sont très douées pour planifier, pour réguler les émotions, pour se forcer à faire par la volonté ce qu'on ne ferait pas spontanément par l'impulsivité.
collectivité. C'est très intéressant en fait. C'est une capacité qu'on a été un petit peu déshabitué à faire jouer par une société où il nous était incité sans arrêt à donner libre cours à notre instinct de liberté. Il est interdit d'interdire, jouissez sans entrave, achetez, consommez, l'achat impulsif, les Black Friday, ces choses-là, ça tape dans une partie très impulsive de notre cerveau. Et dans le confinement, d'un seul coup, il a fallu faire intervenir la volonté. Et ça a été vécu de façon douloureuse, évidemment, parce que quand il faut renoncer, c'est difficile. Mais en même temps, certains d'entre nous ont redécouvert justement la capacité de se faire un petit peu violence et de réintroduire le pouvoir de la volonté sur l'instinct. Et c'est intéressant parce que ça va être aussi une des clés des grands enjeux de l'avenir si on accepte qu'il va falloir quelque part renoncer à certaines facilités. Et là, il va falloir faire intervenir de nouveau ces parties frontales de notre cerveau qui nous permettent d'aller contre ce qui est facile, vers nos tendances naturelles. Donc évidemment, ces facultés d'auto-limitation ont été sollicitées un peu en mode commando pendant le confinement et ça a été très dur pour une partie de nos concitoyens. Mais ça nous montre que ces connexions existent, donc c'est important. Et puis la troisième chose, c'est renoncer à notre vie habituelle, rester bloqué chez soi, se faire violence, accepter des règles contraignantes. On peut y arriver, mais à condition qu'on sache où ça va et pourquoi. Parce qu'être juste dans la privation sans savoir vers quoi ça nous mène, ça c'est intolérable. Et là, on arrive sur une autre dimension de notre cerveau qui est l'envie de faire des prédictions. On a une partie de notre cerveau que j'analyse dans l'ouvrage Où est le sens, qui s'appelle le cortex singulaire, qui passe son temps à faire des prédictions sur l'avenir. Donc à se projeter à une semaine, un mois, un an, 2 ans. Et il faut à un moment des jalons qui disent à cette partie de notre cerveau, oui, cette prédiction était bonne, tu es allé dans le bon sens, la direction que tu as choisie était bien vue. Et si on n'a pas ces retours de la réalité qui nous permettent de guider l'action, à ce moment-là, ça devient très très difficile. Donc cette partie de notre cerveau, elle cherche une direction, elle cherche à savoir où on va, elle cherche à savoir quel sens a notre action individuelle et collective, et elle, en ce moment, elle est en souffrance parce qu'elle est confrontée à une donnée qui est nouvelle, qui est l'incertitude. Voilà. Alors justement, concernant l'incertitude, depuis quelques décennies, on vivait dans des sociétés de contrôle, notamment avec le bras armé technologique, avec des big data où on pouvait absolument tout prévoir, mais on n'a pas vu venir, en tout cas, la majorité des gens n'ont pas vu venir la pandémie. Et on voit bien que la certitude, elle nous a tous laissés un peu anesthésiés, hébétés, ce qui est quand même le contraire de l'engagement. Pour pouvoir s'engager, il faut pouvoir se projeter, il faut avoir une vision, un but clair. Est-ce que du coup, vous pensez que la pandémie qu'on vit actuellement risque d'entraîner un mouvement de désengagement général parce que voilà, on doit rester cloîtré chez nous et attendre que ça passe en attendant une solution qui est extérieure à nous-mêmes ? Non, je ne pense pas du tout. Je pense qu'au contraire, des crises comme celle-là sont de nature à nous faire réfléchir à ce qu'est l'incertitude. Ce que j'analyse dans Où est le sens, c'est 2 systèmes de gestion de l'incertitude. Vous avez la voie qui a été choisie par la société occidentale hypertechnologique qui consiste à maîtriser l'incertitude par l'exploitation du réel, par des machines, par des instruments de prédiction, par un pouvoir instantané sur les ressources, sur la production. On appuie sur des boutons, on commande des choses à distance, on reçoit des produits dans la journée. On a le sentiment de maîtriser l'incertitude en étant en fait dans une illusion d'omnipotence. Ça, c'est le contrôle de l'incertitude par la technologie. D'accord ? Et on se rend compte, une fois qu'on est obligé de ralentir sur l'utilisation de la technologie, que l'incertitude rejaillit à un niveau plus important encore. Et là, il faut faire appel à un autre système de gestion de l'incertitude qui est la voie du sens, c'est-à-dire ce cortex singulaire dans notre cerveau qui, lui, va gérer l'incertitude en se dotant de systèmes d'interprétation du monde, des grandes visions du monde, des valeurs partagées. Le rôle que jouaient autrefois les cosmogonies, les mythes, les religions, qui, dans un monde où la maîtrise technologique n'était pas encore au rendez-vous, parce qu'on n'était pas passé par le développement industriel, permettaient aux humains de réduire l'incertitude en se disant que le monde obéissait à un ordre, que les humains obéissaient à des codes de conduite en société, qu'on n'était pas livré au hasard parce qu'on croyait tous à peu près dans les mêmes choses, dans un même avenir, dans un même sens à donner à l'existence. Et ces systèmes de gestion de l'incertitude, qui reposent sur des visions du monde partagées, opèrent à beaucoup plus long terme. Et même en cas de faillite des systèmes technologiques, ils peuvent être reconvoqués pour donner une direction collective à travers des valeurs partagées.
partagée. Et ça, c'est une ressource qu'il va falloir réinvestir. Juste, alors, moi je ne suis pas du tout neuroscientifique, mais on est bien d'accord que les valeurs partagées, elles ne sont pas intrinsèquement positives. Une grande partie des électeurs de Donald Trump avaient comme croyance que le dérèglement climatique était un châtiment divin et qu'il ne servait à rien que l'humain agisse dessus. Enfin, je veux dire, on est Exactement, mais ce qui s'est passé justement avec ce phénomène de société et de civilisation que nous a montré l'émergence du phénomène Trump, et un phénomène qui ne va pas disparaître avec son éviction de la scène politique, ça nous a montré, c'est que l'humain cherche des systèmes d'interprétation, et que si on ne lui donne pas des visions du monde qui sont fondées sur la réalité, sur la connaissance des faits, sur la connaissance des écosystèmes, il va aller chercher des systèmes d'interprétation caricaturaux. Et c'est en grande partie l'origine de la montée des nationalismes et des autoritarismes dans le monde, c'est-à-dire que l'humain plongé dans un monde qu'il n'arrive plus à déchiffrer parce que tout va trop vite, parce que tout est trop complexe, a la tentation de se rabattre sur des clés d'interprétation caricaturales à grands traits qui lui permettent de se faire une représentation facile, facile à l'emploi, et en plus avec des frontières facilement discernables entre ceux qui sont du bon côté et ceux qui sont du mauvais côté. Donc évidemment, il va falloir bien réfléchir aux valeurs fondatrices, et celles qui peuvent réunir non pas des factions de l'humanité, mais un grand nombre d'humains autour de choses consensuelles. Et là, les connaissances sur l'écologie et sur l'avenir du monde telle qu'elle est implacablement devant nos yeux peuvent servir de valeurs universellement partagées. Anne-Marie-Jeanne, j'imagine que ça vous... J'ose espérer que vous ne pensez pas que le dérèglement climatique qui nous arrive actuellement est un châtiment divin. Par rapport à la capacité de projection dans un présentisme qui a été le cas d'une majorité de Français parce qu'ils subissaient, vous, évidemment, comme vous étiez en campagne de manière victorieuse en juin dernier, vous vous projetiez à minimum à un échelon de 6 ans pour la métropole de Strasbourg. Ça a dû vous aider tous les matins en vous levant de savoir que vous aviez un projet, non ? Oui, et en même temps, on a eu de la même façon dans le collectif que représentait le groupe de candidats en campagne, les mêmes difficultés que ce qui vient d'être exposé, c'est-à-dire cette articulation entre le maintenant tout de suite et le plus tard. Avec ceci, la conviction que nous avions et avons toujours que la crise actuelle est un des symptômes, comme l'a dit aussi Pascal Demurger, de cette crise globale dans laquelle nous sommes. Donc si on ne travaille pas à la résoudre sur le long terme, on pourra toujours mettre des cautères sur des jambes de bois en essayant de traiter le court terme du moment. Mais c'est vrai que c'est une difficulté pour l'action aujourd'hui. C'est d'ailleurs Jeanne Barséguian, la maire de Strasbourg, qui était invitée ce matin par le Forum d'Aidés et qui avait confirmé sa participation et qui, compte tenu des réunions de crise Covid, n'a pas pu être là. Du coup, j'ai le plaisir de la représenter ce matin. Mais voilà, on est dans cette même difficulté et on a l'impression, en effet, dans cette projection que nous continuons de faire vers le long terme, d'être en permanence en train d'appuyer un coup sur le frein et un coup sur l'accélérateur pour gérer cette situation. On dit toujours, l'expression qui a été popularisée au mouvement, lors de l'irruption du mouvement des Gilets jaunes, on disait en fait il y a deux injonctions contradictoires entre fin du monde et fin du mois. Et évidemment, cette injonction, elle est exacerbée par la crise Covid qui exacerbe la crise sociale. Comment est-ce que vous essayez d'aborder ces deux priorités qu'en fait on ne peut pas séparer et qu'il faut aborder conjointement ? Complètement. De notre point de vue, il y avait en fait même 3 priorités. Dans notre campagne, nous avions développé 3 piliers. Un pilier écologique, qui est vraiment notre boussole, la transition écologique, mais également un pilier social et un pilier démocratique, avec la certitude que la transition écologique ne se fera pas sans l'accompagnement social et sans ce pilier social, et également ce pilier démocratique, parce que ça ne se fera que tous ensemble et si tout le monde comprend et avance et progresse ensemble. Donc voilà, cette conviction, nous l'avions déjà, maintenant elle doit être mise en œuvre, mais la difficulté aujourd'hui est plus dans finalement la charge de travail que représente la gestion de ce stop and go permanent que vivent tous les citoyens, mais que vit la collectivité aussi, qu'elle vit dans sa relation aux entreprises, puisque moi c'est mon domaine de compétences ici dans l'équipe. La difficulté de gestion de tout ce travail que ça représente par rapport au plus long terme, puisque sur par exemple ce que nous avons prévu et que nous allons faire, il y a toute une série de mesures d'accompagnement des particuliers, des entreprises sur la transition écologique, notamment au niveau des bâtiments. Ça avait été un de nos gros axes de campagne que d'engager un vaste plan de rénovation énergétique des bâtiments. Voilà, ça c'est quelque chose que nous allons On peut peut-être présenter justement quelques mesures concrètes, puisque c'est aussi le but de cette journée de faire du partage de bonnes pratiques. Alors allez-y, par exemple sur la rénovation des bâtiments ou autre. Est-ce que vous pouvez nous donner des mesures ? Alors,
tout cela a été mis sous l'égide en fait d'une déclaration d'urgence climatique. Lors du premier conseil municipal à Strasbourg, après notre installation, nous avons voté la déclaration d'urgence climatique. Ça a été fait un tout petit peu plus tard, mais ça a été fait au mois d'octobre pour l'Eurométropole de Strasbourg. Donc dans les 2 collectivités, villes et métropolitaines, 33 communes, a été votée cette urgence climatique, qui veut dire que toutes les décisions de la collectivité vont être mises à l'aune de cette question de l'urgence climatique, que chaque décision est prise en se posant la question de son impact ou non par rapport à la question du climat. Alors, dire cela ne veut pas dire qu'on va arrêter de faire des tas de choses du quotidien qui n'ont pas d'impact direct sur le climat. Quand on recrute des ATSEM pour les écoles, bon, l'impact sur le climat n'est pas très évident, mais en tout cas, on se pose la question à chaque fois, cette décision que nous prenons, va-t-elle dans le sens de l'amélioration de la situation ou dans le sens de son aggravation ? Et bien sûr, si elle va dans le sens d'une aggravation, on y regarde à 2 fois et est-ce qu'il faut vraiment la prendre ou comment est-ce qu'on peut compenser ? Donc c'est une clé de lecture permanente de la prise de décision. Donc ça va se traduire par la création d'une agence pour le climat qui va associer toutes les parties prenantes du territoire, associatives, monde consulaire, représentants des agences telles que l'ADEME, qui pourront venir en appui, en soutien, en guichet unique de réponse, d'orientation pour tous ceux, particuliers, entreprises, associations, entreprises de toute taille, qui veulent s'engager dans le sens du changement climatique, mais ne savent pas trop bien comment s'y prendre et par où commencer. Voilà, ça, ce sera un des premiers éléments. Une série de plans d'action également autour des déplacements. Une des sources principales des émissions de gaz à effet de serre reste les déplacements, que ce soit les déplacements personnels ou le transport de marchandises. Donc là, on a des plans d'action importants en termes d'amélioration encore du réseau cyclable de Strasbourg, qui est déjà très important, mais nous voulons encore augmenter la part modale du vélo, et de recherche de tout ce qui peut être des alternatives au transport en véhicule individuel, en voiture, par rapport au transport en commun. Et sur le transport de marchandises, nous réactivons les pistes autour de la logistique urbaine, permettant à la fois limiter la congestion urbaine, mais aussi faire en sorte que ce soit des véhicules moins polluants qui circulent. Nous avons la chance à Strasbourg d'avoir la voie fluviale. Hein, le port de Strasbourg est le 2e port fluvial français. Hein, une masse considérable de marchandises entre en Alsace et en sortent par le port de Strasbourg. Et nous pouvons encore le développer le fret ferroviaire à partir de la gare, mais aussi développer des solutions de logistique innovantes utilisant la voie fluviale. Suite à un appel à projet qui a été lancé il y a 1 an, a démarré une expérimentation par une société qui s'appelle Urban Logistics Solutions, qui consiste à partir du port de Strasbourg par l'Ille, qui est la rivière qui traverse Strasbourg, arriver directement au cœur de Strasbourg, sur le quai des Bateliers, au pied de l'église Saint-Guillaume, pour ceux qui connaissent Strasbourg, et de là décharger. Ce transport se fait sur une barge électrique, et décharger, et de là partir avec des vélos tire-palettes, qui permettent de livrer dans l'hypercentre alors des restaurants quand ils pourront réouvrir, mais enfin voilà, ça livrait des restaurants pour livrer des boissons ou toutes sortes de points de livraison. Donc voilà un exemple de solutions que nous cherchons à pousser, à encourager, à développer sur la logistique. Et puis l'axe logement, et je m'arrêterai là pour les illustrations, logement et bâtiment de façon générale. La première source des émissions de gaz à effet de serre, ce sont donc les déplacements et les transports. La deuxième, c'est le chauffage des bâtiments et la climatisation en été d'ailleurs aussi maintenant. Mais donc les questions liées à l'efficacité énergétique du bâti. Donc là-dessus, nous avons un plan important de soutenir la rénovation de 8000 logements par an, avec une priorité bien sûr sur le logement social ou le logement des personnes à faible revenu, mais aussi inciter les entreprises à elles aussi rénover énergétiquement leur parc de bâtiments. Et de ce point de vue-là, les aides de l'État qui ont été annoncées, dont on attend encore le mode d'emploi, allant vers le soutien aux particuliers, pourront peut-être nous permettre de réallouer des sommes que nous avions prévues d'injecter pour le soutien aux particuliers. Finalement, il semble que l'État prévoit aujourd'hui de faire ce que nous avions prévu. Dans ce cas, très bien. On en rajoutera sans doute encore un peu, mais du coup, les montants qu'on avait prévus pour ça pourront être injectés pour aider aussi les entreprises, et notamment les petites entreprises, à investir dans la rénovation thermique de leurs bâtiments. Et puis, bien sûr, il faudra que la collectivité soit exemplaire. Elle a aussi un très gros parc de bâtiments et qu'elle fasse le nécessaire pour rénover son propre parc, ce qui ne sera pas une mince affaire. Ceux qui connaissent le centre administratif de Strasbourg, créé en 1960,
69, à la belle époque où on ne se préoccupait pas trop de ces questions, ne va pas être un petit C'est ce morceau. qu'on appelle un peu trivialement une passoire énergétique, c'est ça? Un peu. Un petit peu. Je vais demander justement à Pascale Demurger ce qu'il pense de tout ça. De son point de vue d'entreprise, vous êtes une femme d'entreprise à la base, avant d'être élue le 28 juin dernier. C'est fini ces tensions en fait, entre politiques écologistes qui iraient à l'encontre de l'intérêt de l'entreprise. Ça, il faut dépasser ces sornettes, non? J'espère que c'est fini. J'en suis pas totalement sûre, mais j'espère que c'est fini. De notre point de vue, ça l'est complètement. Économie et écologie doivent aller ensemble. Et plus que cela, nous avons vraiment la conviction que pour les entreprises, travailler sur la transition écologique, c'est aussi une façon de se développer. La transition écologique est créatrice d'emplois locaux, d'emplois durables. Et c'est vraiment là-dessus que nous voulons travailler avec le tissu économique. Pascale Demurger, est-ce que vous êtes toujours avec nous? Oui, je suis. Ah, merveilleux. Vous confirmez, c'est terminé, ces tensions un peu obsolètes, parce qu'à la sortie du premier confinement, on se souvient d'avoir entendu un certain nombre de hiérarques représentant en général plutôt de grandes entreprises que de moyennes dire on verra dans un second temps, mais d'abord enlever les normes écologiques, laissez-nous produire pour rétablir de la croissance et on verra après. Pour vous, ce que vous dites dans votre livre, c'est que ça n'est plus possible de parler comme ça. Alors, je crois effectivement que ça n'est plus possible de parler comme ça. Ceci étant, je ne suis pas sûr que ce soit complètement derrière nous. Hein. Il y a encore beaucoup d'entreprises qui résonnent comme ça. Moi, je retiens deux choses de ce que vient de dire Madame Barseguian. D'abord, la première chose, c'est vraiment la base à la fois de mon livre et de mon combat à la tête de la Maïf, c'est vraiment qu'effectivement l'engagement est une source de performance. Hein, et ça, c'est vraiment complètement central. Si on ne fait pas cette démonstration, on ne parviendra pas à généraliser le modèle. Et puis la deuxième chose, c'est ce qu'elle disait sur l'engagement doit être compris dans toutes les actions, alors que ce soit de la collectivité territoriale ou que ce soit de l'entreprise. Pendant très longtemps, et aujourd'hui encore, hein, on ne va pas se cacher, il y a énormément d'entreprises qui ont considéré que la RSE, c'était quelque chose d'à côté de l'activité. Je conduis mon activité de manière classique, éventuellement d'ailleurs sans être très vigilant à l'impact que cette activité peut avoir, hein, et aux impacts négatifs. Et puis à côté, je vais dédier une partie des résultats pour financer des causes tout à fait louables, mais c'est complètement à la marge. Et évidemment, l'impact est relativement faible. Je crois que ce qui est essentiel, c'est de basculer dans un modèle d'entreprise qui, au cœur même de leur activité, intègre cette notion d'engagement et de recherche d'impact. Hein, nous sommes assureurs, par exemple, lorsque on traite plusieurs millions d'accidents de la route par an, lorsqu'il y a un accident, on va essayer, dans la mesure du possible, de privilégier la réparation sur le remplacement de pièces détachées. Et puis, s'il faut remplacer des pièces, on va essayer de privilégier des pièces d'occasion plutôt que des pièces neuves. Un assureur, c'est un gestionnaire d'actifs financiers. Hein. Nos sociétaires, nos assurés nous confient leur épargne. Et bien sûr, nous plaçons cette épargne sur les marchés financiers. Clairement, par les critères exigeants que l'on va fixer sur les investissements qu'on réalise, hein, tous nos investissements sont dits socialement responsables, on voit bien que l'on va financer des entreprises vertueuses versus des secteurs qui sont particulièrement polluants, etc., etc. En tout cas, ce qui est important, c'est vraiment que cet engagement se fasse concrètement dans chacune des activités de l'entreprise. Oui, parce que ça, c'est un point que vous développez assez largement, c'est qu'effectivement, il ne s'agirait pas d'avoir une direction RSE un peu en dehors du core business permettant au reste de l'entreprise d'être irresponsable, par définition, c'est assez logique. Mais vous montrez comment est-ce que chacun, à n'importe quel niveau de l'entreprise, peut l'être, qu'il s'agisse de la restauration collective de l'entreprise, que ceux qui ont en charge les transports, mais y compris dans le management. Et je voudrais vous entendre en tant que directeur général, parce que dans l'épilogue de votre livre, vous faites une
une confession d'un double gigantesque défaut pour quelqu'un qui veut prétendre à prendre la tête de la Maïf. Vous êtes énarque et en plus vous venez de Bercy, donc on imagine quelque chose d'éminemment centralisé, de très pyramidal, où vous imposez à vos équipes ce qu'elles doivent faire, et vous expliquez que si vous voulez avoir de l'engagement au sein de vos équipes, au contraire, il faut leur donner beaucoup d'autonomie et que c'est la seule manière de réussir à avoir des engagements un peu partagés. Ah, complètement. Enfin, la base de tout pour moi, c'est d'abord effectivement la question managériale et la question de l'engagement des équipes. Hein, mais à partir du moment où vous parvenez à partager avec l'ensemble des équipes le sens au fond de l'action, de la mission de l'entreprise, le sens de leur propre action et de leur propre contribution à cette mission. Si en plus de ça, vous leur montrez que vous leur faites confiance, tout simplement. Hein, et leur faire confiance, ça veut dire leur laisser des marges de manœuvre, leur confier la responsabilité finalement de trouver des solutions à des problèmes et pas simplement d'exécuter un process qui a été défini de manière centralisée par leur hiérarchie et qu'ils ont juste simplement à mettre en œuvre. Et si à côté de ce sens, de cette confiance, en plus vous arrivez à promouvoir dans l'entreprise des relations qui sont plutôt fondées sur la bienveillance, sur l'attention portée à l'autre, vous avez tous les ingrédients pour une mobilisation extraordinaire du corps social. Et ça, c'est vraiment le socle. C'est vraiment à partir de cette cohésion sociale, au fond. Et d'ailleurs, ce qui est vrai dans l'entreprise est vrai à une autre échelle, à l'échelle du pays, tout simplement. Hein. S'il n'y a pas un minimum de cohésion sociale, s'il n'y a pas un projet collectif, une envie partagée, c'est compliqué de mettre en place des politiques publiques qui soient efficaces et d'activer ce corps social. Dans l'entreprise, c'est la même chose. Mais lorsque vous parvenez à faire ça, alors on dégage une mobilisation et une puissance, parce qu'il y a un alignement en réalité des attentes, des aspirations de l'ensemble des collaborateurs et finalement de la stratégie et des intérêts de l'entreprise. Tout le monde va dans le même sens et on arrive à faire des choses extraordinaires. Et oui, en effet, il faut que chacun se sente concerné par cette question de l'engagement, que chacun réfléchissent finalement à ces pratiques professionnelles et essayent de les questionner dans le sens de, au fond, est-ce que à travers mes pratiques professionnelles, je peux pas être un peu plus attentif, à la fois d'ailleurs attentif aux autres, hein, à mes collègues, à mes clients, mes sociétaires, et puis attentif à l'impact de mon activité sur l'ensemble de la société. Est-ce que vous pouvez nous donner, un peu comme avait fait Anne-Marie Jean à l'instant, un ou deux exemples des réalisations de la Maïf dont vous êtes le plus fier, y compris pendant cette crise où effectivement certains ont un peu critiqué le rôle des assureurs comme n'étant pas assez proche de leurs clients. Est-ce que c'est le fait que vous avez obtenu 99 sur 100 à l'index de l'égalité femmes-hommes, ce qui se souligne quand même, parce que quand on regarde le classement, il y en a beaucoup qui sont sous les 75 et c'est pas à leur mérite, ou est-ce que c'est d'autres exemples qui vous viennent en tête ? Alors, les deux exemples que vous prenez sont très pertinents, effectivement, hein, en matière de management, donc vous l'avez dit, hein, 99 sur 100 à l'index Pénicaud, c'était une vraie source de fierté, hein, parce que l'index Pénicaud, évidemment, il mesure une situation à un moment donné, mais qui en réalité est le produit d'une politique conduite depuis pas mal d'années. Hein, d'une manière générale, en interne, on a des résultats qui sont intéressants. On a basculé, on a changé en quelque sorte le style managérial il y a quelques années, et c'est prodigieux les résultats que ça produit. En quelques mois, on a réussi à diminuer l'absentéisme, par exemple, de 25%. Et ça dit des choses sur l'état d'esprit des équipes, sur la manière dont les gens se sentent bien, tout simplement, dans l'entreprise. Vous parliez de la crise Covid, hein, et du premier confinement. Et c'est vrai que les assureurs, certains en tout cas, se sont illustrés de manière peut-être un peu négative. Hein. Moi, j'étais parti du principe au début du confinement, principe tout simple, mais qui me paraissait complètement évident, qui était de considérer qu'il était hors de question,
et qu'il aurait été inadmissible de tirer un profit quelconque de la crise sanitaire. Au moment où il y a des gens qui souffrent à la fois personnellement, individuellement, y compris dans leur chair, et puis évidemment des secteurs économiques entiers qui souffrent énormément, il me paraissait complètement inimaginable de tirer un profit quelconque de la crise. Le confinement, ça veut dire quoi? Le confinement, ça veut dire que les gens ne sortent pas de chez eux, ça veut dire que les voitures ne roulent plus dans les rues et donc qu'il n'y a plus d'accidents automobiles. Face à ce constat, notre décision, elle a été très rapide. Elle a consisté à rembourser la prime automobile correspondant aux 2 mois de confinement, parce que ces économies qu'on réalisait sur la baisse de la sinistralité, il aurait été complètement indu de les conserver. Et donc, on a redistribué à nos sociétaires un peu plus de 100 millions d'euros, ce qui est une somme énorme pour nous. C'est quasiment le montant de notre résultat annuel. Donc, c'était évidemment pas une décision facile à prendre sur le plan économique, mais qui s'est imposée avec la force de l'évidence très rapidement. Voilà, je crois que quand on raisonne à la fois avec des principes et en mettant en priorité l'intérêt et l'intérêt sincère, l'attention sincère que l'on peut porter aux autres, en l'occurrence à nos sociétaires, on voit bien qu'on inverse complètement le mécanisme. Et en plus, ça, j'allais dire, c'est bénéfique sur le long terme à l'entreprise. On va cette année réaliser, grâce à cette mesure, des résultats commerciaux que l'on n'avait pas réalisés depuis bien longtemps. C'est incroyable le nombre de personnes qui tout simplement nous appellent pour venir s'assurer chez nous parce que ces personnes ont été tout simplement sensibles à la mesure qu'on a prise. On ne l'a pas fait pour ça, mais on se rend compte que, et ça marche à chaque fois, j'allais dire, quand on s'engage et quand on s'engage de manière sincère, in fine, ça nourrit effectivement la performance. Alors c'est une morale vertueuse. Il y a une question, je pense, très intéressée qui nous arrive du public, qui est comment est-ce que Pascal Desmurger, enfin pas Pascal Desmurger, mais la Maïf a réussi à faire baisser de 25% l'absentéisme. Je pense que ça fait rêver certaines boîtes. Vous avez une recette magique? Alors c'est pas magique, non, c'est pas magique. C'est un petit peu ce que je décrivais tout à l'heure, ce qu'on appelle chez nous le management par la confiance ou le management par l'envie. Quand effectivement vous portez une attention sincère à vos collaborateurs, que vous leur accordez votre confiance, que vous créez dans l'entreprise un climat de bienveillance et d'attention à l'autre, que vous parvenez à faire partager à l'ensemble des collaborateurs, on est 8000 à la Maïf, le sens de la mission et de l'action de l'entreprise, que vous partagez ses engagements, son impact positif, que vous arrivez à faire toucher du doigt à chacun sa propre contribution à cet ensemble. Et pour peu que derrière, vous mettiez en place des politiques RH qui vont beaucoup plus conforter la coopération, l'entraide, le collectif, plutôt que la compétition, la concurrence. Chez nous, il n'est pas question de bonus individuels, de commissions pour les commerciaux ou que sais-je, mais plutôt de choses collectives. Vous créez un environnement de travail dans lequel, tout simplement, les gens sont bien et ont envie de s'investir. Moi, j'ai vécu des scènes absolument incroyables où un jour, je croise une dame dans un couloir qui m'interpelle, qui me dit « Écoutez, monsieur Desmurger, je suis désolé de vous interpeller. Simplement, il faut que vous sachiez, voilà, moi je travaille à la compta, vous ne me connaissez pas, mais ça fait bien longtemps que je suis à la Maïf. J'ai 62 ans, je devrais être à la retraite. J'ai finalement décidé de rester au moins quelques mois de plus parce que ce qui se passe est tellement extraordinaire que j'ai envie de le vivre. » Voilà aussi ce que ça génère quand tout simplement on se pose la question de manière sincère de qu'est-ce que l'on peut faire en étant attentif à ses collaborateurs. Alors je suis désolé, mais il y a une autre question qui revient pour vous. C'est est-ce que vous pourriez donner un exemple pratique de avant-après sur votre style de management? Est-ce que vous êtes devenu un manager libéré? Est-ce que vous faites tourner un bâton de parole? Comment ça se passe pour être plus détendu?
Ça se passe alors par ce que je décrivais. Ça se passe par effectivement une prise en compte beaucoup plus importante de l'avis de chacun. Juste une illustration, hein, on a refondu il y a 2 ans maintenant ce que l'on appelle l'accord sur l'organisation du temps de travail. C'est un accord qui est évidemment complètement central dans une entreprise. C'est lui qui définit la manière dont on va s'organiser pour travailler, qui définit le temps de travail, les modalités de travail. On l'a fait de manière complètement participative. On a demandé à 800 personnes de plancher 4 fois un jour, même 5 fois d'ailleurs, 5 journées entières, pour nous dire tout simplement, moi dans mon métier, voilà la manière dont il me semble que l'on devrait s'organiser, à la fois au plus grand bénéfice de chaque collaborateur, avec plus de liberté, et au bénéfice également collectif, au bénéfice de l'entreprise, parce qu'on peut être plus efficace. Quand vous faites participer des gens comme ça, ils sont évidemment beaucoup plus impliqués. Lorsque vous demandez à un conseiller commercial, non pas de vendre à tout prix n'importe quel contrat à n'importe quelle personne, même si elle n'en a pas besoin, lorsque vous arrêtez de le commissionner sur les ventes qu'il réalise, mais que vous lui dites, en revanche, moi ce que j'attends de toi, c'est que tu délivres un conseil de qualité et un conseil au bénéfice réel du client. Vous avez un double bénéfice à la fin du jour. Un bénéfice managérial parce que évidemment le travail est quand même infiniment plus riche, c'est quand même beaucoup plus valorisant de conseiller dans le sens de ses intérêts un client qui est en face de vous plutôt que d'essayer de lui vendre n'importe quoi. Et puis un bénéfice in fine pour l'entreprise parce que évidemment vous manquez des occasions de vente à court terme, mais à long terme c'est une source de satisfaction et donc de fidélité extraordinaire pour les assurés, et ça construit un modèle économique qui est extrêmement efficace. Vous savez, quand je suis, pardon d'être un tout petit peu long, quand je suis arrivé à la Maïf, vous l'avez dit, je sortais de Bercy, j'avais une vision du management qui était relativement, comment dirais-je, limitée, et j'ai commencé à diriger cette entreprise de manière complètement classique. Et en étant très préoccupé par des sujets de productivité, d'efficacité opérationnelle, de rentabilité, etc. J'ai même dénoncé des accords sociaux quand je suis arrivé, enfin bref, des choses pas très, assez traditionnelles. La réaction très rapide des syndicats a été assez simple. Le comité d'entreprise a voté un droit d'alerte contre moi, ce qui est une procédure dans une entreprise qui est extrêmement violente. Le temps a passé, j'ai considérablement changé de style de management, de manière de diriger l'entreprise. Il y a à peu près 1 an et demi ou 2 ans, l'ancien secrétaire du comité d'entreprise, qui est en plus le patron d'un syndicat pas très connu au plan national pour être, comment dirais-je, dans la pondération. Constructif, c'est un syndicat très, plutôt dans l'opposition. Et c'est lui qui était secrétaire du CE au moment du droit d'alerte, donc c'était très tendu avec lui. Il est venu me voir dans mon bureau et il m'a dit, écoutez, on a beaucoup discuté au sein de la cellule entre nous, et on arrive aux conclusions suivantes. 1, on se dit que vous êtes sincère, et donc on a confiance. 2, le projet que vous portez nous va très bien, et on est complètement en accord avec ce projet. 3, comme on est cohérent, on a décidé de faire tout ce que l'on pouvait pour vous aider à le mettre en place. Et il a ajouté cette chose extraordinaire, et moi à titre personnel, je sais très bien que si vous allez au bout, je ne sers plus à rien. Juste pour illustrer en quelque sorte la manière dont on peut en réalité, quand on prend la peine de le faire et de le faire avec un peu de recul et d'intelligence, en réalité renverser assez fortement les choses. Merci beaucoup pour ce témoignage. Vous restez avec nous pour la fin de la table ronde. Je vais demander à Sébastien Boller ce qu'il a pensé de la remise en question de Pascal Demurger, ce qui s'est passé dans son cerveau. Quand je lui ai demandé les actes
qu'il pensait les plus méritoires au sein de la Maïf. Il en a cité certains. Alors, je ne sais pas si c'est par modestie, mais il n'a pas parlé de la répartition de la valeur financière à la Maïf. Mais Anne-Marie, comme vous parliez de l'exemplarité, chez la Maïf, il y a un écart de salaire qui est de 1 à 20, alors que c'est bien en dessous des normes de ce qu'il y a dans le milieu de l'assurance. Et il y a aussi un intéressement des salariés qui n'est pas proportionnel à leur salaire, comme c'est généralement la norme, mais qui est égalitaire. Et évidemment, ceci construit aussi beaucoup plus d'adhésion. Dans le bug humain, vous montriez que on a du mal à se réfréner et à mettre de l'accumulation. Là, c'est l'inverse, en fait. On voit bien que si on veut arriver à un engagement un peu partagé, il faut réussir à se mettre des limites et des bornes, non ? Oui. Ce que je soulignais dans le bug humain, c'est un programme de notre cerveau un petit peu par défaut qui nous pousse à essayer de nous élever au-dessus des autres. Donc c'est le désir d'avoir une augmentation qui soit supérieure à celle du voisin, qu'on se sent rehaussé dans son amour-propre de cette façon-là, dans son instinct de puissance. Mais il y a une autre aspiration aussi de l'être humain et un autre circuit du cerveau, donc c'est le cortex singulaire. Et je trouve que l'intervention de Pascal Demurger montre bien cette capacité qu'on a de basculer d'un système à l'autre. Et l'autre circuit, il nous fait chercher, c'est le pourquoi. Pourquoi je fais les choses. Et c'est le besoin le plus élevé de l'être humain, le besoin fondamental de se sentir utile. Donc quand vous disiez, Pascal Demurger, que vous allez plutôt insister sur la capacité d'un collaborateur à apporter une véritable valeur d'utilité au client, là c'est véritablement nourrir le besoin de savoir pourquoi on fait les choses, d'être mu par un sens, par une logique, par une cohérence entre des valeurs, entre un investissement professionnel concret. Et ça vient à un moment critique en fait de l'évolution de nos sociétés, où on est devant des crises en fait de l'embauche, par exemple des jeunes diplômés qui ne veulent plus simplement prendre des emplois lucratifs, qui veulent des emplois à mission, à sens. On est face à cette crise dont David Graeber a été le grand révélateur à travers son ouvrage Bullshit Jobs. Il y a des sondages qui montrent qu'un Français sur deux, autour de ça, 50% vivent un conflit de valeurs dans leur travail entre leurs aspirations et leurs valeurs morales, personnelles, et puis ce qu'on leur demande de faire. Et donc il y a un moment là où on est en train de se rendre compte que ce système traditionnel est arrivé un peu en bout de course, on ne peut plus fonctionner comme ça crée de la souffrance, ça crée du stress, de la dépression, de l'absentéisme. Et là, cette bascule, Pascal Demurger se fait le témoin, et l'acteur, c'est très touchant de voir ces confessions, je trouve, sur une évolution au cours d'une vie aussi. Ça montre qu'on est vraiment sur ce point de bascule, et qu'on peut passer d'un critère traditionnel qui était celui de la compétition et de la mesure de l'estime de soi par l'enrichissement personnel à un critère d'utilité. Et ce critère peut être vraiment transversal. Et quand j'écoutais Anne-Marie Jean parler de la façon dont se redessine en fait un monde, on redessine une société, ça va de tous les segments de la société, des voies sur berge, des pistes cyclables, de l'enseignement, de l'isolation. C'est en fait toute la façon dont on construit le monde qui se fait d'après un critère unique en fait, c'est ça que vous disiez. Et ça, c'est quelque chose de très nouveau. Depuis quand on n'a pas eu un critère partagé unique qui guide l'action dans tous les domaines de la société? C'est peut-être la première fois depuis très très longtemps. Et là, on arrive sur de l'alignement et une mobilisation du corps social potentiellement qui n'aurait peut-être pas été possible sans la crise du Covid aussi. Et c'est quelque chose qui peut nous apporter une énergie énorme et un pouvoir de réalisation énorme. C'est un vrai changement de socle de valeurs qui est derrière. On ne s'en rend pas forcément compte, mais là, on a des signes, je crois. Alors, il y a une question qui arrive pour Pascal Demurger, mais je vous la pose à vous, pour savoir si le cerveau est capable d'y répondre. Est-ce que la Maïf s'est fait accompagner par un prestataire extérieur pour la mise en œuvre des démarches décrites par M. Demurger? Alors, vous nous y répondrez tout à l'heure, Pascal, mais Sébastien, souvent on dit que quand les dirigeants sont dans l'erreur, on dit beaucoup ça pour les présidents de la République, parce qu'on parle beaucoup de la solitude du dirigeant, et du fait qu'à un moment, il n'est plus capable d'être récepteur des critiques qui lui arrivent et de se révolutionner par son modèle. Est-ce qu'on peut faire cette autocritique soi-même? Ou est-ce qu'il faut nécessairement aller chercher de l'aide à l'extérieur quand on sent qu'il y a un conflit de valeurs comme ça forte au sein de l'organisation? Ça, je ne sais pas. Les témoignages qu'on entend, en général, sont plutôt font référence à des changements de trajectoire après une expérience, après un choc vécu, après quelque chose qui arrive dans la vie de l'individu et qui le pousse à remettre en question ses schémas d'interprétation habituels. J'ai plutôt l'impression que ça part d'une expérience de mise en échec ponctuelle de l'individu. La capacité à écouter les conseils me semble plus limitée. Pascal, vous pouvez peut-être du coup nous divulgacher la réalité. Est-ce que c'est une remise en question personnelle? Est-ce que c'est parce que vous avez été bousculé par vos enfants, comme vous racontez encore dans votre ouvrage, ou c'est parce que vous vous êtes fait accompagner par des prestataires extérieurs?
C'est un peu les deux, c'est-à-dire que c'est à la fois évidemment le fruit d'une évolution personnelle, hein, d'une maturité peut-être, et vous évoquiez mes enfants, et évidemment ça compte énormément parce que quand on comprend que finalement le monde dans lequel ils se projettent, le monde dans lequel ils ont envie de vivre et d'évoluer n'est pas celui que l'on est en train de contribuer à construire ou à perpétuer, forcément de ce décalage naît nécessairement une réflexion et une transformation intime extrêmement profonde. Donc bien sûr, il y a des choses qui sont du domaine de l'ordre de l'intime, hein, et les enfants y contribuent, pas seuls, mais ils y contribuent. Et puis il y a aussi des réflexions du dirigeant et la compréhension par, en effet, la confrontation, la découverte, hein, d'autres expériences dans d'autres entreprises, d'autres auteurs. Hein, évidemment, il y a de la littérature sur ces sujets-là, des échanges avec tel ou tel. On se rend compte qu'il y a d'autres modèles qui sont possibles et que ces autres modèles, non seulement peuvent être vertueux, mais en plus sont extrêmement efficaces. Et quand on arrive à réconcilier, à aligner en effet son éthique de conviction et son éthique de responsabilité, forcément, on n'hésite pas à le faire. Merci d'avoir cité Max Weber. Alors, il y a quelques questions qui arrivent pour vous deux. Alors, Sébastien, si vous aviez été en dédicace physique, vous auriez pu y répondre plus longuement. Je vais vous demander une réponse, c'est la question éternelle. Quels sont les leviers pour entendre ou libérer la voix du sens dans une période de forte incertitude? Quels conseils pour faire face plus sereinement possible à cette situation de pandémie durable? Je vous assure que si vous avez la réponse, on est tous preneurs. Alors, il y a les leviers individuels. Mais là, ils font appel à ce qu'on commence à savoir sur notamment les thérapies par le sens qui existent depuis quelques décennies maintenant, hein, qui sont proposées à des personnes qui traversent une crise dans leur vie, une dépression profonde, un burn-out, une séparation. Face à ce qui nous ébranle, le réflexe, c'est de chercher à réintroduire de la logique, un récit personnel, à savoir selon quels critères on peut reconstruire en fait une existence future. Donc il s'agit à ce moment-là de, personnellement en tout cas, d'oser se poser les questions fondamentales, de se demander quelles sont les valeurs auxquelles je crois, que je peux défendre jusqu'au bout, et à ce moment-là en tirer les conséquences, c'est-à-dire de quelle façon je peux changer mon engagement matériel, professionnel, l'organisation de ma famille, de mes activités, pour que ce soit en cohérence avec ce qui compte pour moi au niveau de mes valeurs. Donc là, c'est une question de courage, de questionnement sur les fondements, de l'harmonie entre les valeurs et les préférences, les goûts intimes et l'action concrète. Donc ça implique parfois de se jeter à l'eau, ça implique parfois de quitter un emploi, ce qui est, c'est très difficile à dire par les temps qui courent, mais parfois ceux qui le font quand ils sont arrivés au bout d'une situation de conflit intérieur s'en trouvent mieux. Bon, ça c'est l'échelon individuel. Bon, après, le sens ne peut pas se construire à l'échelon uniquement individuel. Le sens c'est quelque chose d'éminemment collectif. Toute l'histoire des civilisations nous le montre, et même les réactions de la partie de notre cerveau qui est en quête de sens sont éminemment guidées par l'alignement des buts collectifs. Bon. Et là, il s'agit à ce moment-là d'amener une discussion politique, que ce soit dans l'entreprise, que ce soit au niveau de la société et du débat public, pour créer des conditions, des ingrédients du sens, des grands ingrédients du sens. C'est la réflexion sur les valeurs partagées, sur les façons d'interpréter le monde, sur les codes de vie en commun qu'on se donne, et ils sont extrêmement éclatés aujourd'hui. Et sur, de façon quelque peu inattendue, les rituels. Les rituels sont une façon de poser la question du sens et de montrer son adhésion à des visions du monde partagées à un niveau collectif. Et ça peut sembler anachronique pour ceux qui nous écoutent, mais systématiquement, le courant des neurosciences, qu'on appelle aujourd'hui les neurosciences existentielles, montre que notre cerveau du sens se repose énormément sur des rituels. On les a évacués de notre modèle de civilisation. Les derniers ont fini par disparaître avec la conscription. Enfin bon, mais c'était en bout de course. Mais ce que nous disent les neurosciences, c'est qu'on ne peut pas vraiment vivre sans moment de synchronie et de partage par des actions synchrones et ritualisées. Ça, c'est quelque chose dans lequel il va falloir aller chercher des ingrédients. Mais on peut. Alors, il y a une question qui arrive à laquelle vous venez de répondre. Est-ce que l'apprenance collective pourrait être un moyen de débugger notre cerveau? Donc, la réponse est oui.
en recréant des rituels. Le regretté philosophe Zygmunt Bauman, il parlait de la modernité comme une modernité liquide où il n'y aurait plus d'institutions fiables, plus de rituels. Mais là, on a vu à l'aune du confinement qu'effectivement certaines personnes étaient déboussolées, mais qu'on pouvait réussir à recréer du lien avec des réunions régulières, des repas pris en commun pour ceux qui ont la possibilité de le faire. Je veux dire, cette idée de revenir vers des rituels, y compris derrière dans les pratiques managériales, c'est faisable. Ce qui a été défait est largement reconstructible. Oui, je pense que les rituels émergent spontanément dans tout groupe qui fait groupe, mais c'est ça le problème. Et je crois que le moment de le flottement du confinement a été un moment où la nécessité de reconstruire le temps, de restructurer le temps a été vitale. Là, les rituels jouent un rôle. Et aussi la façon d'affronter la fragilité et l'angoisse de la mort. On ne peut pas affronter la perspective de voir mourir des proches sans mettre du rituel derrière. Et donc oui, il peut réapparaître de façon sporadique et éparse en fonction des appartenances de chacun. L'enjeu, ça va plutôt être de penser à des rituels qui fédèrent vraiment les différentes sensibilités, les différents systèmes idéologiques pour dépasser tout ça. Donc là, justement, on vous demande une précision avec quel type de rituel. Ça peut être des assemblées générales où chacun a la parole. Je ne saurais pas dire ça. Franchement, là, tout est à inventer. Mais ce qui compte dans le rituel, c'est de la solennité, c'est la structuration du temps et c'est le mimétisme tout de même. Hein. Donc il faut à un moment se jeter à l'eau pour dire on va faire à un moment quelque chose qui ne semble pas avoir de sens, mais qui par le seul fait qu'il est partagé autour d'un geste commun et de paroles communes peut recréer. En fait, ça va aller chercher très loin dans les systèmes émotionnels du cerveau par l'empathie, par les neurones miroirs, des libérations d'émotions qui se font par la simple synchronie. Hein. C'est quelque chose de très très puissant. Ça a traversé l'humanité depuis les origines. Un dernier mot là-dessus, ces rituels, on en a parlé hier soir, ils doivent être physiques. Là, on a un miracle technologique qui nous permet de continuer à échanger, mais vous m'avez appris qu'en fait, la privation de lien social dans notre cerveau fonctionnait quasiment comme la privation de nourriture. C'est un besoin primaire et il ne faut pas penser que l'avenir de l'entreprise, l'avenir de la politique, l'avenir de l'organisation peut passer par des relations à distance et uniquement du télétravail. On a besoin de se retrouver et de fédérer, c'est ça ? Oui, la mise en œuvre des systèmes de résonance émotionnelle se fait de façon vraiment avec toute son efficacité en présentiel. Il y a plein de micro-signaux qui résultent de la présence réelle d'une personne qui ne peuvent pas être véhiculés par le virtuel. Donc il faut faire très attention à ça. Après, il suffit parfois de peu de temps, hein, en présentiel pour y arriver, mais c'est un ingrédient qui est absolument incontournable. Et oui, l'étude donc, que vous citiez qui montrait que notre cerveau réagit au manque de présence sociale comme au manque de nourriture, elle a été très déterminante pour ça. Elle était même réalisée avant le confinement, c'était prémonitoire, mais ça montrait vraiment que la présence de l'autre est aussi vitale que de l'aliment lui-même. Anne-Marie Jean, alors, il y a eu beaucoup de choses qui se sont dites. Vous avez peut-être envie de rebondir sur certains des propos de Pascal ou à l'instant sur le besoin d'avoir des rituels et de continuer à se voir. Est-ce que c'est bien ce qui se passe à l'Eurométropole de Strasbourg ? Oui, cette notion de rituel me paraît extrêmement importante. Nous, ce que nous nous sommes dit, c'est que nous avions besoin d'écrire un récit commun dans lequel tout le monde se retrouve et se projette positivement. Souvent, l'écologie est vécue comme de la restriction. On va m'empêcher de prendre ma voiture, on va me dire qu'il faut que je consomme moins, que je sois plus raisonnable, que je fasse moins de choses, on va me contraindre et m'enlever des choses. Et d'arriver à tourner ça vers quelque chose de positif, de se dire qu'on construit une nouvelle façon de vivre, de travailler ensemble, de se développer ensemble et qui est plus durable et plus responsable et qui est du coup plus positive et plus enthousiasmante. Et c'est un petit peu l'idée qui est à la base d'une des actions que nous venons d'engager avec le monde économique, le lancement de la démarche de pacte pour une économie locale durable. Et en fait, ça me fait beaucoup rebondir ce que vous venez d'exprimer dans ma propre réflexion là-dessus. Ce que nous souhaitons avec cette démarche, c'est obtenir finalement un effet d'engagement collectif, d'entraînement collectif, que chacun qui y contribue se dise j'y vais parce que toi aussi tu y vas, et toi aussi tu y vas parce que nous y allons tous. Et puisque nous y allons tous, je vais effectivement y aller aussi, et je vais y aller
un cran plus loin ou 2 crans ou 3 crans plus loin que ce que j'aurais fait seul. Et c'est cette notion d'entraînement que je crois de plus en plus importante à faire vivre actuellement. Je l'ai vécu quand j'étais à ID Alsace. J'étais au titre de mon entreprise membre d'ID Alsace, et c'est bien ça que Initiative Durable aujourd'hui essaie de faire, c'est d'avoir un groupe d'entreprises dans lequel il y a une émulation aussi, où chacun avance mieux parce qu'il le fait avec les autres. Voilà, c'est ce que nous voulons recréer aujourd'hui au niveau du territoire métropolitain, d'embarquer tout le monde dans cette idée d'avancer. Alors, c'est pas un rite ce que je dis là, mais le fait de se retrouver autour de cette idée me semble quand même en relever, et je pense que c'est cette notion de rituel autour de cette idée d'engagement collectif, il faudra qu'on arrive à la faire émerger pour que la flamme s'entretienne une fois que le travail de co-construction que nous venons de lancer aura été réalisé, qu'on aura défini nos objectifs, nos plans d'action, voilà, qu'on arrivera dans les choses classiques, je dirais, du pilotage de l'action, tant celle de la collectivité que celle des chambres consulaires et autres acteurs qui vont s'y engager, mais qu'on garde aussi en tête cette idée de quelque chose qui fait sens et qui soit plus émotionnel, en effet, pour tous ceux qui partagent la démarche. Ça évoquait quelque chose chez Oui, vous, oui, Anne-Marie Jean vient de nous souffler un des ingrédients du rituel, qui est le sacrifice. Toute l'anthropologie et aujourd'hui les neurosciences nous montrent l'importance centrale du sacrifice dans tout rituel. Le sacrifice, c'est un moment où on renonce à quelque chose de coûteux. Et c'est amusant de vous entendre dire qu'il y a un versant apparemment négatif de cette transition, qui est le fait de devoir renoncer à des choses. Mais en fait, le renoncement dans toutes les sociétés humaines ritualisées permet en fait à l'individu de prouver à la communauté qu'il est prêt à renoncer à quelque chose de coûteux parce que son désir d'adhérer à ces communautés et de partager ses valeurs est plus fort que ça. C'est un marqueur de l'appartenance, le sacrifice. Et en fait, c'est peut-être là que le bénéfice peut ressurgir, c'est dans le sentiment d'appartenir à un groupe qui partage les mêmes valeurs et qui sait comment il agit de façon concertée et coopérative. Et là, on récupère dans l'appartenance et dans la perception d'un sens ce qu'on perd peut-être en richesse matérielle. Mais ça, c'est une dynamique très très puissante. Et vous venez de parler, peut-être vous en rendre compte, de la valeur du sacrifice dans le rituel. Alors Anne-Marie, il y a une question qui arrive pour vous à ce propos, c'est qu'on comprend bien la notion de transcendance et toute la beauté du geste de sacrifice, mais il y a des entreprises qui ont peur d'être sacrifiées. Est-ce que vous avez identifié à l'Eurométropole de Strasbourg des secteurs prioritaires à soutenir actuellement parce qu'ils sont plus en souffrance que d'autres ? Des secteurs prioritaires à soutenir, oui, évidemment. C'est un peu indépendant quand même du sujet là. Effectivement, tous les secteurs liés à l'hôtellerie, restauration, au tourisme, tous les métiers de l'événementiel, tous les métiers de la culture sont évidemment particulièrement touchés. À l'Eurométropole de Strasbourg comme ailleurs, mais peut-être un petit peu plus ici, parce que le poids du tourisme est important à Strasbourg, tant le tourisme individuel que le tourisme d'affaires. Et les deux en ont pris un gros méchant coup avec le Covid. Et il y a en plus l'impact de la non-tenue des sessions du Parlement européen qui vient nous faire encore une triple peine à Strasbourg, parce que c'est vrai que ces sessions sont un élément quand même assez important dans l'écosystème strasbourgeois de tous ces métiers. Donc voilà, ce sont des métiers en difficulté que nous essayons de soutenir autant que nous le pouvons. Les leviers sont plus du côté de l'État, mais nous avons activé également un certain nombre de soutiens. Voilà, je ne pense pas que ce soit le lieu de les énumérer, mais on en a activé un certain nombre, des soutiens à titre purement de soutien financier, et puis d'autres en termes d'accompagnement à la transition numérique plutôt, en l'occurrence, puisque l'un des programmes que nous avons mis en place s'appelle Bicom et permet d'aider les entreprises de toute nature, de toute taille, qu'elles soient de l'agriculture, de l'artisanat, du tourisme, des services de l'industrie, de les aider à se numériser. On a bien vu que dans cette crise, les entreprises qui étaient numérisées s'en sortaient mieux que les autres. Alors c'est très évident pour, par exemple, le secteur de la restauration. S'il peut faire du click and collect et avoir une commande sur Internet, il peut quand même travailler. S'il n'en a pas, il ne peut pas travailler du tout. Bon, voilà, donc on a orienté ça. Mais pour autant, ça ne doit pas nous détourner de l'idée de travailler sur la transition écologique. Ça a été un débat au sein de notre équipe. Ces aides-là, on les accorde sur la base de la difficulté rencontrée par les entreprises et de leur secteur, quel que soit leur engagement dans des actions de transition écologique. Là, il y en a qui sont en risque de vie ou de mort. On ne va pas leur demander d'abord de nous faire tout un beau plan d'action de transition écologique, et puis ensuite, au vu de l'expertise de ce plan, on va consentir à les aider ou pas. Bon,
on aide. Voilà. C'est ça, parce que Mais oui. dans un second temps, l'idée est bien d'enclencher une autre démarche et de se dire que sur la durée, la vocation de la collectivité n'est pas de soutenir en tant que telle, de façon uniforme, l'économie. L'économie est là pour tourner. En revanche, elle doit soutenir ce qui va dans le sens des politiques territoriales que nous promeuvons. Et donc, nous sommes en train de travailler à des critères de soutien, à une éco-conditionnalité, également éga-conditionnalité des aides qu'on peut faire ou des critères pour les marchés publics. Je rebondis sur ce que dit Pascal Demurger sur le critère, l'index Pénicaud, par exemple. C'est quelque chose que nous sommes en train de travailler à intégrer à nos marchés publics pour que, lorsque nous retenons une entreprise pour effectuer une prestation pour la collectivité, bien sûr, on tienne compte de la qualité de prestation qu'elle propose, du prix, etc., mais qu'on intègre aussi sa démarche écologique et son engagement RSE, notamment au travers de l'index Pénicaud. Du coup, vous répondez à la question, parce que la question a été précisée par la personne qui vous l'avait posée. Est-ce qu'il y a des secteurs à développer dans une logique durable, une perspective positive de secteur à stimuler pour renforcer la durabilité de l'économie? C'est vrai que c'est des questions qui se sont posées de manière assez exacerbée et très rapide. Vous citiez le tourisme. Le tourisme qui était évidemment toujours un facteur de dynamisme. À partir du moment où il s'est complètement arrêté, il y a aussi eu certaines municipalités qui disent on est allé beaucoup trop loin. Je pense évidemment à Barcelone ou à Venise, et donc on a eu ce néologisme de surtourisme qui est arrivé. Est-ce que vous aussi, c'est une problématique à laquelle vous pensez pour l'avenir? Je crois avoir vu passer des articles sur Colmar, par exemple, c'est bien ça? Oui, il y a une vraie réflexion. Alors Colmar mène aussi sa réflexion là-dessus. On n'était pas arrivé à ce point-là, mais on est arrivé quand même effectivement aussi à Strasbourg à des situations de résistance de la population par rapport à cette idée de surtourisme. C'était le cas sur le marché de Noël où il y avait à la fois le sentiment d'envahissement de la ville par le tourisme et aussi cette bunkérisation qui a été très mal vécue par les habitants plusieurs années consécutives. Il y a aussi le phénomène Airbnb qui certes a permis à des particuliers qui en ont bénéficié de se faire des revenus, et c'est tant mieux pour eux, mais qui a tendu encore le marché du logement en ville et notamment pour les logements étudiants. Strasbourg est une ville très étudiante, 40 000 étudiants. C'est tous les ans une galère au moment de la rentrée universitaire pour que les étudiants trouvent à se loger parce que beaucoup d'appartements, que ce soit des petits appartements individuels ou des appartements plus grands qui peuvent faire des parfaites colocations pour étudiants, se trouvent loués à du Airbnb. On a commencé à voir revenir dans le parc locatif classique des appartements qui étaient loués en Airbnb, et ça, c'est plutôt une bonne chose pour le collectif. Donc avec les acteurs du tourisme, par exemple, nous sommes en train de travailler sur comment relancer l'activité, mais la relancer peut-être d'une façon qui soit plus durable dans toutes les acceptions du terme, plus acceptable par la population, peut-être moins vulnérable aussi à ces risques de crise mondiale dans lesquels nous sommes et qui peut quand même revenir, et d'avoir peut-être quelque chose qui soit moins volumineux, mais plus lissé dans le temps et plus qualitatif. Vous me demandiez des secteurs, de façon évidente, tout ce qu'on appelle l'économie verte, tout ce qui va être le recyclage, le réemploi. Là, il y a des choses à développer. Les matériaux biosourcés également. Donc, il y a tout un travail de recherche-développement à faire sur ces sujets pour arriver à des matériaux qui ne dépendent pas de ressources fossiles, mais qui viennent de la nature. Voilà, il y a toute une série de secteurs qui sont en développement. Je suis arrivée avec mon masque au logo de Sève, qui est une démarche soutenue par la collectivité depuis plusieurs années, qui vise à soutenir des projets allant dans le sens de l'économie verte. C'est toute cette économie-là que nous voulons stimuler et soutenir. Merci de le faire. Alors, comme vous avez cité Airbnb, je voulais rappeler effectivement que leur argumentaire de vente était qu'il permettait à certains propriétaires d'avoir des compléments de revenus. Je ne sais pas quels sont les chiffres à Strasbourg, mais je tiens toujours, à chaque fois qu'il y a un plateau, à rappeler ce chiffre. À Paris, le cabinet d'Anne Hidalgo a sorti une étude montrant que les 10 premiers propriétaires de biens Airbnb à Paris, en moyenne, ont 1000 biens. C'est vertigineux, et là, ils prennent un gros coup avec la crise, et j'espère que ça va permettre de réguler un peu les choses. On arrive à la fin de cette table ronde. J'avais quand même une ou deux questions qui arrivent. Alors, Pascal Demurger, vous avez une question sacrée qui arrive. Le sacrifice appartient historiquement au sacré. Comment revaloriser le sacrifice dans une société en perte de sacré et de spiritualité? Vous avez plus 1 minute que 4 heures. Oui, moi, je préférerais utiliser le terme de don plutôt que celui de sacrifice. Je crois beaucoup, alors que ce soit dans n'importe quelle communauté humaine finalement, hein, et l'entreprise est avant tout, je partage ce que disait Sébastien Moller,
l'entreprise est avant tout une collectivité humaine, hein, et cette ritualisation de la vie ensemble est évidemment complètement essentielle. Moi, je crois que dans toute communauté humaine, la question du don et du don qui appelle le contre-don de manière assez automatique est un mode de fonctionnement extraordinairement vertueux. La notion de sacrifice, évidemment, hein, on en voit les vertus collectives, mais individuellement, l'idée du sacrifice n'est pas nécessairement complètement stimulante. Je crois en revanche que lorsqu'on arrive à ritualiser cette forme de don et de contre-don, et donc fondamentalement d'attention à l'autre, hein, et de préférence finalement pour l'intérêt de l'autre, on arrive à des fonctionnements collectifs qui sont extraordinairement à la fois agréables pour les membres de ce corps social et en même temps collectivement très efficaces. J'en profite pour dire que dans votre ouvrage, vous citez à plusieurs reprises le livre de Jean-Édouard Grézy et Alain Caillé sur le don contre don, qui pour moi était une référence. Pour terminer avec vous, dans les engagements qu'une entreprise peut prendre, il y a la question de sa nature, de son statut. La Maïf est devenue une entreprise à mission. J'avais trouvé un article facétieux dans The Conversation où deux chercheurs, deux économistes s'étaient amusés à voir le jour où Bayer Monsanto deviendrait une entreprise à mission, en montrant qu'au fond, le fait d'être ce statut juridique ne suffisait pas à garantir la vertu. Pourquoi, malgré tout, vous considérez que c'est un combat important à mener, non seulement en France, mais aussi à l'échelon continental, parce que vous revenez beaucoup là-dessus, vous pensez que c'est le bon cadre juridique pour faire bouger les choses face à un capitalisme chinois et un capitalisme américain qui ne sont pas nécessairement ce qu'on veut, nous, en France? Alors, je suis bien sûr d'accord avec vous, statut n'est pas vertu. Ceci étant, le cadre de la loi Pacte impose aux entreprises qui font le choix de devenir société à mission des contraintes qui sont quand même relativement fortes, hein. Des contraintes d'abord de transparence. On a l'obligation de publier, de rendre public les objectifs que l'on s'assigne en matière d'engagement, en matière de recherche d'impact. On a l'obligation de rendre public un bilan annuel sur la réalité de la poursuite de ces objectifs et de leur atteinte. On doit mettre en place une gouvernance dédiée, à la fois en interne, hein, ce qu'on appelle un comité de mission, qui va être en charge précisément de définir la feuille de route annuelle, les objectifs qui la composent, et d'évaluer la réalité de leur mise en œuvre. Mais aussi, on se soumet à un regard externe d'un organisme tiers indépendant qui va venir auditer tout ce qu'a fait l'entreprise pendant l'année et vérifier que c'est bien conforme aux engagements que l'entreprise avait pris. Et là aussi, hein, le rapport de cet organisme tiers indépendant est un rapport public mis à la disposition de tout le monde par l'entreprise, notamment sur son site internet. C'est publié avec le rapport annuel de l'entreprise, etc. Donc c'est une information qui est disponible. On voit bien que ça constitue un engagement très fort, hein, pour l'entreprise qui décide de basculer en entreprise à mission. Et d'ailleurs, on voit bien que autant il y a énormément d'entreprises qui sont allées, j'allais dire, jusqu'à l'étape 1 du processus, c'est-à-dire qui ont défini une raison d'être. Mais ça, c'est pas très engageant. C'est souvent quand même principalement de la communication en réalité, hein. En revanche, les entreprises qui ont basculé pour devenir véritablement société à mission, pour l'instant, il n'y en a que quelques-unes. Et des grandes entreprises, on doit être 3. Donc c'est quelque chose qui est quand même très, très engageant. Après, sur la question européenne, moi je suis convaincu effectivement que l'Europe continentale a à la fois le terreau le plus fertile pour faire naître ce genre d'entreprise. Je pense que notre culture commune, l'histoire même au fond, hein, du capitalisme continental, hein, ce qu'on appelait notamment le capitalisme rhénan, avec des entreprises beaucoup plus orientées vers des préoccupations de long terme que les entreprises anglo-saxonnes dans un capitalisme financier qui est obnubilé par la rentabilité de court terme. Je pense que le socle de valeurs, le socle culturel de l'Europe continentale est très propice à l'émergence et à la généralisation
d'entreprises qui ont ces préoccupations-là. Par ailleurs, l'attente sociale, on le disait tout à l'heure, et particulièrement en Europe, est extrêmement forte pour que les entreprises basculent vers ce modèle. Et si en effet on généralise ce modèle d'entreprise, alors je crois, oui, que l'on peut avoir finalement un atout face au capitalisme américain et au capitalisme chinois, comme vous le disiez, qui peut être d'une certaine manière une forme de renouveau du capitalisme européen. Eh ben, espérons-le. Merci beaucoup, Pascal Demurger. Pour terminer tout à fait, j'ai une question pour vous deux, en fait. La même question, une question qui nous arrive du public. Elles sont très bonnes, donc n'hésitez pas toute la journée à en poser. Comment est-ce que le politique peut aborder la question de la démesure, qui est au cœur du développement durable? Alors, on sait que chez les Grecs, la démesure, c'était l'hubris. En général, ça se finissait mal. On était foudroyés. Est-ce que neuronalement, on peut réussir à limiter contre la démesure? Anne-Marie, est-ce que vous avez une réponse pour lutter contre la démesure? Lancez-vous. C'est drôle parce que votre référence à l'hubris me fait penser à la traduction de l'Iliade par Alessandro Baricco et à la petite postface qu'il écrit dedans. Et où il écrit que finalement tout ce récit de la guerre qu'il décrit est absolument horrible, mais qu'il y a une beauté dans la guerre. Et que il faut, ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure sur le récit, je crois, c'est d'arriver à retourner, à trouver aussi une beauté et une envie de faire dans le fait de n'être pas dans la guerre, dans l'Iliade, dans la démesure, dans ce que vous dites. Voilà, je pense que c'est cette vision qu'il faut avoir. Parce qu'au niveau d'une collectivité comme la nôtre, lutter contre la démesure que peut représenter le grand commerce international, etc., restons modestes. Ce qu'on va faire à l'échelle territoriale ne va pas changer la face du monde de ce qui se passe sur l'ensemble de la planète. Mais on va prendre notre part là où nous sommes et peut-être essayer de se donner cette vision d'une autre forme de beauté dans quelque chose qui soit en même temps plus raisonné. Sébastien, le mot de la fin? Je crois que la démesure que vous évoquez, je ne sais pas comment notre auditeur la comprend. Il y a au moins deux façons de l'envisager. C'est la démesure dans l'exercice du pouvoir par le politique, d'une part, parce qu'il y a la tentation de l'hubris par le dirigeant lui-même. Et dans ce cas-là, effectivement, il y a une tentation de l'addiction au pouvoir et qui nous vient justement de cette partie de notre cerveau reptilien qui s'appelle le striatum, avec cette dopamine et le fait qu'on en veut toujours plus. Et là, lutter contre cette démesure-là, ça peut se faire de deux façons. C'est d'une part penser à des systèmes de légitimation du pouvoir ou d'accession au pouvoir qui ne soient pas basés sur le désir du pouvoir. Et il y a des modèles de société, notamment en Polynésie, chez des peuples premiers, qui nous ont montré qu'il existe des systèmes de désignation arbitraire d'un roi qui ne souhaite pas forcément avoir le pouvoir et qu'on va obliger à exercer le pouvoir parce qu'on sait que sa motivation n'est pas l'accroissement de son propre pouvoir et donc s'il accepte la fonction, il devra le faire pour des raisons d'utilité aux autres. Donc, bon, c'est une petite parenthèse, et puis il y a l'autre voie pour contourner cette démesure qui vient de l'hubris avec comme pulsion d'augmenter son propre pouvoir et sa propre emprise et son propre ego, qui est de repenser le pouvoir plus féminin en fait, parce que les études montrent que la motivation chez un grand nombre de femmes est plus effectivement d'être plus dans le don que dans l'accaparation des biens personnels. C'est quelque chose qu'on voit en population générale, même si après, dans l'exercice du pouvoir par des femmes qui accèdent au pouvoir, parfois ça rejoint le modèle masculin de l'hubris et de la démesure. Mais en tout cas, ça veut dire qu'il y a des normes sociales qui sont en vigueur dans la valorisation des filles, déjà dès le plus jeune âge, par la sollicitude, l'empathie, qui pourraient être généralisées et devenir un modèle de gouvernance ensuite. Et on en voit des exemples dans le monde aujourd'hui. Et puis l'autre démesure contre laquelle il s'agit de lutter, c'est la démesure de la croissance pour la croissance. Et là, on tombe sur un autre piège qui est l'habituation à notre niveau de confort et au fait que pour se sentir exister aujourd'hui, on désire toujours augmenter les doses. Et là, il y a deux approches. C'est l'approche personnelle de frugalité ou l'approche du dirigeant d'entreprise qui va basculer d'une logique de rendement et de retour sur investissement vers une logique d'utilité sociétale. Et là, on voit aussi des exemples.
Merci beaucoup à tous les trois. On voit qu'en tout cas, il y a tout un tas d'options qui sont devant nous et que nous ne sommes pas condamnés. Je vois évidemment que le pouvoir féminin en est une. Et d'ailleurs, si on regarde les chiffres de la pandémie, ils sont très clairs. Sans être essentialistes, tous les pays qui sont dirigés par des femmes ont plutôt beaucoup mieux géré la crise que d'autres. Je pense évidemment à l'Allemagne, à la Nouvelle-Zélande et à la Finlande. Je n'en tirerai aucune conclusion hâtive. Merci à toutes et tous qui nous avez suivis. Merci pour vos questions. Continuez à en poser beaucoup. On se retrouve chacun pour des ateliers à 11h et à 14h. On se retrouve tous ensemble à la plénière, et derrière vos ordinateurs, vous pouvez applaudir virtuellement Anne-Marie, Sébastien et Pascal. Merci beaucoup à tous les trois, à tout à l'heure.